Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo qui va revenir sur un sujet qui restera toujours un sujet d'ailleurs. Comme on vous l'a annoncé pour le budget en France 2026, il faut trouver 40 milliards d'économies. C'est ça ? 80 milliards ? Je ne sais plus. Donc évidemment, le gouvernement cherche comment faire. Le ministre de l'économie, tout à fait conscient, a rassuré en disant déjà on ne va pas augmenter les impôts parce que c'est déjà problématique. C'est problématique pourquoi ? Parce que, comme je vous l'avais dit, et d'ailleurs je me suis fait même reconfirmer par ChatGPT, sur l'ensemble de la population active française, c'est-à-dire capacité à travailler en activité. Seuls 47,5% des Français payent des impôts sur le revenu. C'est-à-dire que sur l'ensemble des populations actives françaises, même pas la moitié paye des impôts. Comment voulez-vous y arriver fiscalement ? Alors, il faut faire des économies. Alors, évidemment, les Français, un tant soit peu intelligents, ça fait depuis des décennies, on le sait, que l'État vit au-dessus de ses moyens, que c'est dans l'État qu'il faut savoir déjà en priorité trancher, c'est-à-dire supprimer des tas d'intérêts, de bénéfices, d'avantages. Les fameux acquis sociaux. Bah oui, les acquis sociaux, c'est pas uniquement que pour les employés, les salariés, pour les ouvriers, c'est aussi pour les cadres, c'est aussi pour les hauts fonctionnaires, c'est pour toute la fonction publique. Vous vous souvenez de cette histoire de la réforme SNCF où ils ont voulu supprimer la prime charbon ? Bah oui, parce que la prime charbon, c'était bien quand les cheminots conduisaient des machines à vapeur. Mais ça fait depuis des nombreuses décennies que les cheminots ne conduisent plus des voitures à vapeur. Donc la prime charbon, elle a pu le y être. Sauf qu'évidemment, la prime charbon, c'est un acquis social. Donc il a fallu la remplacer. Non pas la supprimer, la remplacer. Alors, j'entends bien que certains disent oui, mais vous rendez-vous compte, avec les horaires, le temps de travail, les contraintes, on n'est pas bien payé. Oui, vous n'êtes pas bien payé. Mais après, il faut faire le calcul par rapport à vos salaires et par rapport aux avantages acquis que vous avez. Aux avantages en nature que vous avez. Parce que rectifiez-moi, mais je ne pense pas que tous les personnels qui travaillent à la SNCF payent un ticket de train au tarif normal. Moi, je suis resté sur l'idée que le billet était gratuit. Mais bon, vous savez, depuis... Moi, j'ai travaillé dans une salle de cinéma à une époque où, parce qu'on travaillait dans une salle de cinéma, le cinéma pour nous était gratuit. On avait le droit de les exonérer même pour des personnes. On avait, je sais plus, on avait un carnet. Et le carnet, c'était, je crois, 10 exonérés. C'est-à-dire que nous, on ne payait pas. Et on avait le droit à un carnet de 10 très gratuite pour les parents, les amis, la famille, les enfants, la femme, le conjoint, etc. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a un jour, ils ont commencé à dire, oui, maintenant, quand vous allez voir un film, vous prenez un exo. Un exo, c'est-à-dire que vous prenez un ticket. Bah oui, parce que le problème, c'est que quand vous allez voir un film, nous, on ne prenait pas de ticket. Parce qu'on était employé du cinéma, donc même moi, quand j'étais opérateur projectionniste, je dis, mais excusez-moi, mais le mardi matin, quand je visionne les films pour savoir si, pour vérifier, est-ce que je dois prendre un ticket aussi ou... Ah bah non, parce que t'es hors exploitation. Ah, bah oui, c'est con. Enfin bon, là, c'est des exemples d'évolution où petit à petit, des avantages ont été... on a mis des contraintes, on a mis des restrictions. Et, alors c'est en 98 je crois, les fameuses 35 heures donc, les employés
qui était à 39 heures, il ne pouvait pas être payé à 35 heures. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'était une baisse de salaire. Je rappelle que les 35 heures avaient pour vocation d'un côté de permettre à donner plus de loisirs et de l'autre à faire une meilleure répartition du travail. C'est-à-dire, on réduisait le temps officiel, ou le temps légal, et les entreprises qui avaient des besoins, dans ce cas-là, elles embauchaient. Sauf qu'évidemment, les patrons, eux, ils ont dit, mais attendez, on ne va pas payer 39 heures des personnes qui bossent que 35 heures. Nous, il nous faut des compensations. Donc il y a eu ce qu'on appelle les négociations d'accords de branche. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité sont régis par ce qu'on appelle les conventions collectives nationales, mais chaque entreprise adopte ces conventions collectives nationales à leurs activités, à leurs politiques économiques, sociales, etc. Donc chaque entreprise a fait des accords de branche. Et dans ces accords de branche, qu'est-ce qui s'est passé ? Le patronat a dit, nous, on veut bien payer 39 heures des gens qui bossent 35 heures, mais par contre, on veut des compensations. Les compensations, c'est-à-dire suppression de certaines primes. Par exemple, il y avait, là où je travaillais, il y avait la prime des 5 ans. C'est-à-dire que si tu avais une ancienneté de 5 ans, tu avais une prime. Ça a dégagé. Ils ont modifié les primes qu'on avait, par exemple les primes déjeuner, primes repas, primes nettoyage, etc. Avec le temps, tout ça a été plus ou moins supprimé. Alors je crois qu'ils ont gardé les primes repas, mais par contre les primes nettoyage, ils les ont réintégrées au salaire brut. Bon, sauf que le problème, c'est qu'évidemment, il y a 10 ans, la prime nettoyage, c'est pas le même coût qu'aujourd'hui. Donc évidemment, le patron, lui, était gagnant. Normal. Donc, il y a certains avantages qu'on avait, certains bénéfices qu'on avait dans les entreprises, finalement, qui ont été abrogés. Bon, à la limite, je dis pourquoi pas. Continuer à payer 39 heures des gens qui bossaient 35 heures. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui ont été embauchées après le passage à 35 heures, elles étaient payées à 35 heures. C'est-à-dire que, limite, une personne qui avait 1 ou 2 ans d'ancienneté, qui est passée sous les radars et qui a pu bénéficier d'un salaire 39 heures pour 35 heures de travail effectif, à même travail, à même qualité, à même compétence, ceux qui étaient embauchés après les 35 heures, en fait, touchaient moins que celui qui était là depuis 1 an. Donc ça a créé des disparités. Donc alors on a expliqué, oui, mais vous verrez avec le temps, on va réguler, on va rétablir, c'est-à-dire qu'on va peut-être accéder beaucoup plus rapidement à des augmentations de salaire pour ceux qui sont à post 35 heures, que ceux, on va geler les augmentations de salaire pendant 5 ans, histoire que ça se rééquilibre. Alors en réalité, la réalité, c'est que le coût de la vie, lui, il a augmenté. Et les gens qui avaient des augmentations de salaire régulières, au final, à part les 0,5% au 1er juillet du SMIC, non, il n'y avait plus. Donc avec le temps, les années sont coulées, etc. Sauf qu'on a modifié, on a restructuré, on a retransformé des fonctions, des responsabilités. Sauf qu'il est arrivé à un moment donné où dans certains secteurs, attendez, ça fait depuis 10 ans que vous nous rajoutez, vous avez changé les statuts, vous avez rajouté des responsabilités, etc. Mais les salaires, eux, ils n'ont pas augmenté. Ou alors ils ont augmenté, mais parce que vous avez fait passer d'une catégorie au-dessus les personnes, mais attention, ils ont passé au-dessus de catégorie, mais sans augmentation de salaire. En disant oui, mais votre augmentation de salaire, c'est en fait votre salaire de 39 heures, comparé à ceux qui aujourd'hui sont rémunérés à 35 heures. Donc en gros, on s'est fait arnaquer. Donc tout ça pour dire que les 35 heures, est-ce que c'était l'idée géniale ? Non. Depuis le début, on l'a dit que les 35 heures, c'était une connerie. Alors évidemment, il y a certains secteurs d'activité où ils étaient contents de bosser à 35 heures avec le principe des RTT. Sauf que le principe des RTT, il y a un moment donné où l'argument de dire on va embaucher
Ah oui, on a embauché, oui, pendant 3 ans. Parce que pendant 3 ans, les entreprises touchaient des subventions de l'État pour l'aide à la création de l'emploi. C'est-à-dire que pour chaque personne qu'ils embauchaient, ils touchaient une prime. Alors ça a duré pendant 3 ans. C'était le contrat d'accord de branche. Moi, l'entreprise où j'ai travaillé, en effet, pendant 3 ans, ils ont augmenté de 14% la masse salariale. Sauf qu'une fois les 3 ans passés, en 1 an, on a perdu 18% de la masse salariale. C'est-à-dire que non seulement ils se sont débarrassés des 14% qu'ils avaient créés, mais en plus de ça, ils en ont rajouté 4%. C'est-à-dire qu'en réalité, les 35 heures à terme a plus généré la destruction de l'emploi que la création d'emploi. La création de l'emploi, elle a été que éphémère. Mais au final, non. Alors aujourd'hui, quand on vous dit oui, il va falloir travailler plus. Travailler plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gagner plus. Logique. Non, parce que on va quand même pas faire comme dans certains accords de branche, 35 heures, c'est-à-dire utiliser le principe des RTT, c'est-à-dire permettre à l'employeur sur un certain nombre de semaines limité, faire bosser 42 heures des employés, mais payer 35 heures. Les heures supplémentaires sont compensées en RTT. Sauf qu'encore une fois, avec le temps, on s'est rendu compte que c'est bien gentil d'utiliser les employés à 42 heures, sauf que le jour où il faut récupérer, le problème, c'est que là, il y a un trou dans le planning. Comment ça, il y a un trou ? Oui, parce que la personne, elle récupère une journée, ou 2 jours, ou 3 jours. Non, mais il faut pas. Il faut leur faire récupérer 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 heures par-ci. Ouais, mais le problème, c'est que l'accord de branche prévoyait qu'il y ait un accord entre l'employé et l'employeur. L'employeur peut proposer, mais si l'employé refuse, on ne peut pas l'obliger. L'intérêt de l'employé, c'était de quoi ? C'est faire des heures supplémentaires non payées, compenser un RTT. Les RTT, ils prenaient une journée. Logique. Voire même certains cumulaient leurs heures d'annualisation et pouvaient quasiment prendre 1 semaine de récupération. Sauf qu'évidemment, vu qu'on a réduit, on a baissé les effectifs, la personne, quand elle n'est pas là. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais quand les personnes prennent des vacances, bien les remplacer. Oui. Sauf que l'accord de branche prévoyait que lorsque la personne récupérait, on ne pouvait pas remplacer. Donc le subterfuge, ça a été d'embaucher des gens pour justifier un surcroît de travail, un besoin de surproduction, mais pas pour remplacer telle personne. Enfin voilà, c'était des micmacs quoi. Pour l'anecdote, moi j'étais opérateur projectionniste, mais l'équipe était tellement restreinte que quand il y avait un opérateur qui était absent, il fallait le remplacer. Sauf que quand il prenait des RTT, on ne pouvait pas le remplacer. Donc il fallait prendre un remplaçant, mais pas officiellement remplaçant, il fallait faire monter quelqu'un en surcroît de travail, sauf qu'il n'y avait pas de surcroît de travail. Donc le problème, c'est qu'au niveau de l'inspection du travail, quand ils voyaient les contrats, mais pourquoi vous faites monter cette personne-là, il n'y avait pas de, c'était pas justifié ou, en fait, c'était pour compenser. Ah oui, mais normalement, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire monter quelqu'un pour remplacer un opérateur qui est absent parce qu'il récupère des heures. Jusqu'au jour où, alors ça, quand ils voulaient prendre 42 heures, ça, oui, les 42 heures, ils savaient les mettre. Mais quand il fallait récupérer, on me disait oui, mais ce serait bien que vous preniez 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je dis oui, mais si je prends 1 heure par-ci, 1 heure par-là, qui est en poste ? Il n'y a personne. Oui, parce que vous avez tellement calculé vos budgets ric-rac qu'un opérateur qui est absent 1 heure, c'est fini. Il n'y a plus personne en cabine. Vous avez qu'à faire venir votre collègue plus tôt. Je dis, mais si je le fais venir plus tôt, c'est-à-dire que l'heure plus tôt, soit vous la payez, non, on ne peut pas payer. Voilà.
Donc moi, je me suis retrouvé avec 15 jours de RTT que je devais récupérer. Mais dans ce cas-là, oui, bah vous me remplacez. Ah mais non, on ne peut pas. Ah bah, on fait comment? Bah, vous me les payez. Ah mais non, mais on ne peut pas les payer. Je dis, ben excusez-moi, mais à l'époque, j'étais délégué du personnel, donc j'avais les textes. Et les textes disaient très scrupuleusement qu'en début d'année d'annualisation, il doit y avoir un accord entre l'employeur et l'employeur pour savoir comment compenser les RTT, soit en jours de récupération, en heures de récupération, de repos, ou payés. Sauf qu'évidemment, pour éviter que les salariés sachent qu'ils avaient ce droit, les employeurs, tout du moins les directeurs, ne demandaient jamais un accord avec l'employeur, avec l'employé. Donc du coup, l'employé, s'il savait qu'il avait ce droit-là, il pouvait faire valoir ce droit. Et si le directeur refusait, dans ce cas-là, prud'homme. Et là, dès que tu commences à prononcer le mot prud'homme, là en général, ouais, non, bon, attendez, vous savez que normalement je ne peux pas le faire, mais j'ai vu avec la direction, exceptionnellement. Donc c'est le coup qu'on m'a fait. On m'a dit exceptionnellement, on va vous les payer. J'ai dit non, c'est pas exceptionnellement, c'est un droit, c'est un dû. Donc il n'y a pas d'exceptionnellement. En fait, dites-le franchement, vous voulez éviter que les employés le sachent. Je peux vous dire que 24 heures après, mon directeur il me dit faites en sorte que les opérateurs désormais je crois que c'était en réunion. Donc le directeur a dit à ses collaborateurs, donc l'assistant, les REC, etc. Dit maintenant les opérateurs terminés, on ne leur fait plus faire 42 heures. On préfère faire monter des renforts que de faire passer les opérateurs à 42 heures. Mais ils ont mis quand même des années à comprendre, alors que c'était quand même un sujet qu'on leur expliquait. C'est ça en fait, c'est le problème de l'appât du gain. C'est-à-dire quand il y a un gain, ils savent l'utiliser le gain. Sauf que si le gain a une compensation, mais que la compensation, ils n'en ont pas les moyens humains ou financiers de les satisfaire. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que ça, c'était il y a plus de 10 ans. Donc j'ose même pas imaginer comment les choses ont évolué depuis. Donc quand vous avez des gens, un Premier ministre qui commence à dire oui, il va falloir envisager de commencer à travailler plus pour produire plus. Donc ça veut dire que si on travaille plus en France, forcément les salaires vont être plus élevés. Donc les charges vont être plus élevées. Donc évidemment les entreprises qui essayent de faire les trucs ric-rac, il y a un moment donné où elles vont faire aussi le forcing pour dire ouais non mais attendez, si vous voulez faire travailler les employés plus nous on veut des compensations. Je vous avais déjà raconté dans plusieurs vidéos cette histoire je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Sarkozy, du travailler plus pour gagner plus. L'arnaque. Alors oui, c'était peut-être bien pour les petites entreprises. C'est-à-dire les petits patrons qui, lorsqu'ils ont des fortes activités, qu'ils ont un bon carnet de commandes bien rempli, etc., oui, eux, ils en ont bénéficié. Et les salariés étaient bien contents de faire des heures supplémentaires qui étaient des heures payées. Mais les grandes entreprises, non, pourquoi? Parce que la loi, lorsqu'elle est passée, moi je me souviens, mes collègues me disaient oui, maintenant c'est bon, si on fait des heures sup, on est payé. Je leur ai dit non. Mais si c'est la loi vient de passer. Je dis oui, la loi vient de passer, mais elle n'est pas applicable obligatoirement. Il faut qu'elle soit entérinée, adaptée, acceptée dans les accords de branche d'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut que les partenaires sociaux dénoncent les accords pour intégrer la loi du travailler plus pour gagner plus. Or, comme vos partenaires sociaux, que ce soit la CGT, que ce soit CFDT, que ce soit la CGT, CFDT, FO, CFTC, on va le chercher. Le CFTC, normalement, c'est les cadres, il me semble. Ils ne le font pas. Ils ne dénoncent pas les accords. Donc moi, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Ah, c'est une bonne question. Donc du coup, travailler plus pour gagner plus, ça n'a servi que dans certains secteurs d'activité, plus particulièrement pour les petites PME,
Mais les grandes entreprises, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a appliqué le travailler plus pour gagner plus. Hein. Donc c'est pour ça quand vous avez le Premier ministre qui dit qu'il va falloir travailler plus, mais oui, mais le problème c'est qu'il va falloir forcément faire des accords, négocier des choses, et donc par conséquent, forcément, les employés, les salariés vont y perdre quelque chose. Travailler plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans les accords de branche, passer à 42 heures, ça sera 42 heures payées au taux normal et non plus au taux majoré lorsque vous bossez plus de 35 heures. Enfin, je ne sais plus au niveau de la France, à partir de la 36e heure, c'est un taux majoré ou pas? Je ne sais plus. Mais là encore, ça dépend des accords de branche. Oui, je ne sais plus. Enfin, renseignez-vous dans vos entreprises, comment ça fonctionne, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis parti de France, donc je ne sais plus maintenant comment ça fonctionne. Moi, je sais maintenant comment ça fonctionne aux États-Unis. Je sais que aux États-Unis, normalement, la majoration, elle passe à partir de la 41e heure. Donc c'est pour ça qu'ici aux États-Unis, quand vous faites des heures sup, en règle générale, ils préfèrent plus prendre les heures sup que vous avez fait et les redistribuer sur des semaines, puisque au niveau de beaucoup d'entreprises, beaucoup de métiers, en fait, on ne fait jamais 40 heures. Moi, par exemple, je suis à 40 heures, mais je ne fais jamais 40 heures. Je fais toujours 37, 38 heures. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de me faire 40 heures. Mon maximum, c'est 40 heures, mais s'ils ont envie de me faire 30 heures ou 35 heures, ils ont le droit. C'est là la flexibilité du travail aux États-Unis. Mais ça m'est arrivé de faire 42 heures il y a quelques mois de cela. Et ils ne m'ont jamais payé les 2 heures supplémentaires. En fait, les 2 heures supplémentaires, ils les ont rajoutées sur une semaine où j'étais à 37 heures. Donc là, ça me faisait 39 heures. Parce que le mot d'ordre des sièges sociaux, c'est hors de question de payer des heures majorées. Donc démerdez-vous. Ouais, c'est un peu le problème, hein. Partout. Hein. Alors, qu'en France, vous produisiez moins, je ne suis pas certain, parce qu'en France, il y a quand même des réglementations, des conditions de travail, etc., qui font que, en France, vous êtes quand même dans un bon niveau de productivité. Enfin, moi, je vois, hein, comparativement aux États-Unis, oui, il y a peut-être des gens qui font 40 heures, 60 heures par semaine, mais je dirais le travail n'est pas assidu, ils ne sont pas à fond dedans, hein, ils sont plutôt cool la vie. Donc là où en France on est plutôt parfois à fond dedans, je peux vous dire qu'en France vous êtes beaucoup plus productif en matière de travail effectif que ce qu'on a ici aux États-Unis, ou peut-être qu'aux États-Unis ils font plus d'heures, mais en travail effectif, vous pouvez retirer à peu près 30% du nombre d'heures qu'ils font par semaine. Donc de là à dire que en France vous produisez pas assez, évidemment, si l'État veut garder son train de vie et pour compenser les fameuses 40 milliards d'économies à faire sur le budget 2026, vous la sentez venir la quenelle, pour reprendre cette expression. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'intention de faire des économies sur le système étatique. Hein. C'est pour ça que je vous disais que Musk, en France, il le déteste, Musk. Il déteste Trump. Pourquoi? Parce que c'est ce que les deux Gugus sont en train de faire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de purger l'équivalent de ce qu'on appelle la fonction publique en France. C'est-à-dire, oui, malheureusement, il y a peut-être des gens qui vont perdre leur boulot alors qu'ils étaient effectifs, etc. Mais le problème, c'est qu'en France, malheureusement, entre les emplois fictifs, la productivité qui n'est pas suivie, les branleurs, ceux qui foutent rien, je veux dire, on a tous été confrontés assez souvent d'ailleurs à des administrations où on se pose la question, mais les gens, ils bossent où? Moi, toutes les fois où j'étais à la mairie de Rouen, par exemple, vous aviez 5 bureaux
J'ai jamais vu les 5 bureaux ouverts. Il n'y a toujours que 2. Et sur les 2, il y en a toujours un qui est toujours parti en pause. Même à la poste. Si vous avez été dans une poste, vous avez remarqué, hein, vous avez toujours que sur 10 guichets, que 2-3 guichets ouverts. Et encore, il y a des fois des guichets qui sont spécifiques, qui font que les retraits, ou qui font que les dépôts, ou qui font que les colis postaux. Ben, je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Aux États-Unis, il y a une volonté peut-être de purger le Post of United States, enfin c'est l'organisme fédéral, parce que oui, moi toutes les postes où je vais aux États-Unis, il y a des fois tu as l'impression que les gens, c'est cool la vie quoi, c'est pas pressé. C'est pour ça d'ailleurs que le marché du courrier privé s'est énormément développé, parce que le courrier traditionnel, le courrier classique fédéral, c'est pas un service qui... il y a eu quelques réformes, il y a eu quelques efforts de fait quand même, mais moi ça m'arrive très souvent que dans ma boîte aux lettres, je trouve des courriers qui sont pas pour moi. Alors j'ose même pas parler peut-être des courriers qui me sont destinés, mais que je verrai jamais parce que le postier ne l'a pas mis au bon endroit. Enfin voilà, tout est toujours dans le problème du management, des disponibilités, des compétences, des savoir-faire. Et vu qu'on a provoqué une déliquescence de tout ça, que ce soit ici aux États-Unis comme en France d'ailleurs, aujourd'hui, va trouver des gens compétents. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus dur. Et pour compenser les besoins de productivité, tout d'un coup, quand vous embauchez des gens, vous vous rendez compte que ces gens-là ne satisfont pas les besoins de productivité. Donc produire plus, en réalité, on est bien d'accord que c'est pour permettre à des gens de gagner plus et sur lesquels on applique évidemment une fiscalité qui va permettre d'engendrer des rentrées fiscales. Mais le problème, c'est que les patrons, eux, leur budget, ils sont ric-rac. Et dans leur budget, si on ne leur trouve pas des compensations pour compenser ce qu'ils vont devoir dépenser en plus en fiscalité, en charges, etc., sur des salaires qui, évidemment, vont être un peu plus élevés parce que les gens travaillent plus. On ne va pas... l'objectif de faire travailler les gens un peu plus, c'est justement d'avoir un gain fiscal sur leur productivité, sur leur salaire. Or, si les patrons veulent essayer de trouver, gagner plus, mais non, en fait, on veut travailler plus, produire plus pour nous, mais que ça ne nous coûte pas un centime de plus. Oui, non, là, ça ne va pas coller, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour compenser ces besoins de trouver des économies pour le budget 2026, de toute façon, il n'y a pas 36 000 choses. C'est soit les Français se réveillent, manifestent en exigeant que déjà c'est à l'État de réduire son train de vie, ou alors c'est vous qui allez encore continuer à payer. Vous allez continuer à payer avec des augmentations de TVA, peut-être qu'ils vont créer des nouvelles taxes, mais des taxes indirectes, c'est-à-dire des taxes que vous ne voyez pas vous-même directement, mais qui forcément vont impacter vos modèles de consommation. Et du coup, la vie va être encore plus chère. Et que pour compenser la vie plus chère pour ceux qui sont dans les plus précaires, on va augmenter les prestations sociales. Donc en fait, en réalité, ça tourne en rond. Et comme il n'y a pas de volonté politique par rapport à ça, parce qu'évidemment, il y a toujours un clientélisme politique. Il y a un clientélisme à essayer de caresser dans le sens du poil un électorat, alors un électorat social, un électorat communautaire, etc. Donc en fait, vous êtes dans un cycle infernal. C'est-à-dire que tant qu'on ne fera pas un sacrifice
dans un secteur comme dans un autre, et plus particulièrement, bah oui, le coût de l'État. Quand vous avez un président qui arrose à droite, à gauche, à coups de milliards, bah, il y a un moment donné, il faut se poser la question de se dire, mais qui paye? Ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment donné, il faut savoir faire des concessions. Or, vous le savez que tous les gens qui sont dans la fonction publique, qui travaillent pour l'État, ou même les structures même de l'État, là, tiens, d'ailleurs, on a appris que les sénateurs se sont augmentés de 700 € par mois. Il y a des moments, en effet, vous avez la légitimité, vous te posez la question, mais en 1789, on a fait la révolution pour abolir les privilèges. Ben, finalement, non. Il y a eu une révolution française qui était téléguidée par une bourgeoisie qui a finalement remplacé la monarchie, mais qui finalement, en matière de train de vie, en matière de régime, sont quasiment pareils. C'est-à-dire que quand ils sont dans le système, eh ben, ça tape dans la caisse. Ça ne veut pas concéder à ses bénéfices, à ses avantages. Et même ces avantages ne leur suffisent pas quand ils sont reconnus d'avoir détourné, fait de la corruption, avoir touché des dessous de table, etc. Eh ouais. En réalité, vous êtes dans une plutocratie et ils veulent garder cette plutocratie telle qu'elle est. Et que finalement, ils veulent tout faire, tout mettre en place pour soumettre le peuple. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, le peuple pourrait se révolter. Donc pour éviter qu'il se révolte, il faut le soumettre. Et si je vous dis qu'il faut soumettre le peuple, comment vous faites pour soumettre le peuple? Eh bien, il faut le bordéliser. Il faut bordéliser la société, il faut accentuer les communautarismes. Et du fait d'accentuer les communautarismes, on génère des colères, des haines, des dissensions, jusqu'à ce que ça monte en température, jusqu'à ce que ça commence à se taper dessus. Là, vous avez par exemple, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, qui a attaqué plusieurs prisons récemment. Bizarre. Bon bref, c'est le bordel. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez alertes et bougez au pied du bien.